Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Danet, président de Croissance Plus. Croissance Plus, ça représente en gros les sociétés en forte croissance. Bonjour Jean-Baptiste Danet, je précise également que vous êtes coprésident d'IPA-NEMA. Alors vous sortez un guide, l'urgence de la réforme. En gros, c'est 70 propositions pour l'économie française de demain, en ce qui concerne la fiscalité, le travail, l'emploi, etc. Tout ça, évidemment, c'est pour les candidats à la présidentielle. Quelle est la philosophie générale ? La philosophie générale de ces 70 propositions, c'est une tentative de sortir du dos-à-dos stérile auquel nous assistons depuis plusieurs années, où la réconciliation entre les différents acteurs de l'économie réelle et de l'économie de croissance, à savoir l'entrepreneur, le chef d'entreprise, les salariés et les collaborateurs, et le pouvoir politique et économique, cette situation dans laquelle aujourd'hui on ne se parle pas. Blocage, et où toute réforme devient impossible sous prétexte de préserver des rentes ou de refuser de revenir sur des soi-disant avantages acquis. Ou idéologie, non ? Non, oui, forcément un peu d'idéologie, mais il faut aussi accepter qu'il y a des contraintes, de la souffrance et une perte de confiance. C'est du gagnant-gagnant, vos 70 propositions ? L'esprit de ces 70 propositions, c'est du gagnant-gagnant. Ça n'a rien à voir avec de la simplicité. Ce seront des réformes qui peuvent être potentiellement compliquées, dures pour tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est à la fois pour l'entrepreneur, à la fois pour le salarié ou le collaborateur. Mais ce qui est certain, c'est que si nous appliquons ces 70 propositions, nous sommes en mesure d'expliquer pourquoi la France retrouvera le chemin de la croissance et de l'emploi. Alors, on va essayer de les décliner, mais très, très rapidement. 70, c'est très, très riche. D'abord, le social, l'emploi. Là encore, c'est quoi la philosophie générale sur ce paquet-là ? La philosophie, c'est que nous, entrepreneurs de Croissance Plus, nous considérons que sur l'emploi, tout n'a pas été tenté, contrairement à ce qui est dit, voire même que ce qui est tenté n'est toujours pas adapté, soit au changement du monde, c'est-à-dire modification de la réalité économique, modification structurelle du climat et des entreprises, tout n'a pas été tenté. Et que toutes ces propositions consistent à inciter les pouvoirs publics à réviser les éléments fondamentaux et structurants du Code du travail pour permettre à l'entrepreneur et au chef d'entreprise de créer de l'emploi dans des conditions différentes. Allez, là, par exemple, vous proposez ce que vous appelez un CDI, contrat à durée indéterminée pour nos amis, agile. Agile. Alors, pourquoi il est agile ? La différence entre le CDI agile et ce qu'on pourrait appeler le CDI unique, c'est une condition ou une clause, on va plutôt dire que c'est une clause qui est extrêmement importante, c'est une clause qui permettrait à l'employeur et aux salariés de prédéfinir les règles ou les conditions de la rupture du contrat. De la rupture du contrat. Et que si cette clause ou ces conditions ou ces clauses sont respectées, sont bien écrites, sont bien comprises, on pourrait ainsi éviter tout recours devant le Conseil des prud'hommes. Ce qui, pour les PME, TPE, ce qui, pour nos entreprises de croissance en France, représente un avantage considérable. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le problème de l'emploi réside essentiellement dans le fait qu'il est extrêmement complexe de licencier en cas de problème économique. C'est un problème de rigidité et de stabilité du Code de travail. D'accord. En même temps, vous proposez la dégressivité des indemnités chômage. C'est un peu dur. Non, c'est pas dur. C'est pas dur. Je crois que tout le projet réside dans une idée forte, le retour à l'emploi. Le retour à l'emploi pour tous. Donc la dégressivité des allocations chômage est objectivement quelque chose qui, et toutes les études le démontrent, ne crée ni les conditions de l'emploi, ni les conditions de pas d'emploi. Donc c'est absolument pas ça la question. La question, c'est de dire, aujourd'hui, on a un système d'assurance chômage qui est largement déficitaire, très largement déficitaire, qui est même, on pourrait dire, on ne pourra pas tenir sur le terme avec ce système-là. Bon. Deuxièmement, on est dans une situation où aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre autour de la table pour régler ce problème. Et on voit bien que les organismes paritaires ne se parlent pas. Bon.
Il y en a même qui pensent qu'il faut mettre fin au paritarisme. Hein. Ça, c'est un pas sujet... jusque-là. Mais on ne va pas jusque-là parce qu'on pense que ce n'est pas exactement ce qu'on attend de nous. Nous ne sommes pas organisme paritaire, donc on va rester sur les sujets qui nous préoccupent au premier chef. Mais vraisemblablement, on pourrait être d'accord sur le fait que le paritarisme a d'une certaine façon vécu. On n'est plus dans la bonne période pour ça. Mais je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quand on dit dégressivité des allocations chômage après 12 mois, attention, si vous regardez les mesures qui accompagnent ça, elles sont extrêmement importantes. Entre 12 et 24 mois, au lieu de ne pas adresser la dégressivité, nous proposons 2 mesures qui sont essentielles. D'abord, l'allocation peut être versée en cas de retour vers un bassin de l'emploi, donc qui dit déménagement, qui dit mobilité, d'accord ? Et deuxièmement, prendre un emploi ou accepter un emploi qui serait moins bien rémunéré que l'emploi précédent, cette dégressivité, au lieu d'avoir l'allocation à 100%, consisterait à compenser pendant la même période la perte de pouvoir d'achat. Donc en fait, ce n'est pas une mesure brutale, c'est une mesure en fait, qui va accompagner, radicale, mais qui accompagne le retour à l'emploi. Alors on va aller plus vite sur le financement. Vous faites un constat, plus de 4 000 milliards d'euros en épargne des Français. Il faudrait qu'un petit morceau aille vers l'entreprise, c'est ça ? Alors, en fait, ce qu'on constate, et je crois que d'ailleurs, c'est pas du tout... la façon dont on l'énonce n'est pas une critique. On constate aujourd'hui, ce sont les chiffres officiels, 1 600 milliards d'euros placés dans l'assurance vie, dont on peut dire que c'est une épargne, certes sécurisée, mais également stérile. Ouais. Quand on dit stérile, c'est qu'elle ne contribue pas à l'entreprise en France. Or, on sait que les entreprises françaises, les petites et les moyennes entreprises françaises, ont un besoin cruel de financement, ce financement n'étant plus assuré par un système bancaire qui est lui-même très contrôlé par des règles internationales. Bon. Ce que nous proposons là, c'est de dire, essayons d'adapter les conditions favorables d'une épargne qui, aujourd'hui, sont des conditions sur l'assurance vie, essayons de les adapter à ce qu'on pourrait appeler du crowdlending ou du funding. Ouais. Bon. Et de dire, une personne, un particulier ou un couple, un foyer, qui voudrait investir le même montant en lending ou en crowdlending sur de l'entreprise que sur de l'assurance vie, pourrait bénéficier des mêmes optimisations fiscales. Alors, on va aller vite encore sur la fiscalité. Donc, vous êtes contre l'impôt, évidemment, sur la fortune. Vous pensez qu'il faut baisser l'impôt sur la société de 33 à 20. Bon, c'est un mouvement qui est aussi le cas aux États-Unis. C'est des promesses. On va en venir au numérique. Là, vous êtes inquiet. Autant vous voulez déréguler sur le social, l'emploi, le financement et la fiscalité, autant là, vous appelez l'État à réguler face à la puissance des grandes entreprises américaines. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point ? Rien ne nous inquiète. Alors, permettez-moi de corriger ce que vous venez de dire. Nous n'appelons pas à déréguler le social, la fiscalité et le financement. Nous appelons à de la responsabilité, à des principes de responsabilité vous appelez à l'État de la part des pouvoirs publics. Non, c'est un peu différent. Sur le numérique, on constate 2 ou 3 choses que personne ne contestera. Que ce soit les États-Unis ou que ce soit l'Asie, ils ont organisé, depuis quelques années, leur suprématie numérique. Que ce soit les GAFA d'un côté, que ce soit les Alibaba, Facebook, etc., en Asie de l'autre. Bon. Et ces pays-là ont parfaitement structuré leurs offres et leur prédominance. Bon. Aujourd'hui, en Europe, nous nous contentons d'assister à la suprématie de ces entreprises, ce qui ne pose pas de problème vis-à-vis des consommateurs, in fine, parce que ce sont des entreprises très vertueuses dans leurs offres. Là où il y a un problème, c'est qu'on perd notre souveraineté numérique, que deuxièmement, on accepte sans réagir que ces entreprises dictent le monde sur le numérique, et troisièmement, et plus inquiétant, ces entreprises, que ce soit des Netflix, des Google ou des Amazon ou des Apple, réalisent des chiffres d'affaires et des profits sur les territoires européens, mais essentiellement sur les territoires français, mais ne paient pas d'impôts. Alors, ne paient pas d'impôts, peut-être qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, sans contribuer normalement au modèle social que nous avons. Ah, donc là, vous voulez que l'État s'investisse et régule ce marché. Mais qui d'autre que l'État, ou les gouvernements, ou qui d'autre que la communauté européenne ou les instances européennes peuvent à un moment taper du poing sur la table pour dire « ça suffit ». On ne peut pas
payer ses impôts au milieu de l'Atlantique. C'est juste impossible. Nous ne sommes pas pour l'imposition, bien évidemment, mais à un moment, nous vivons sur un modèle social, ce modèle social existe, nous réclamons un temps calme, voilà, une pause du numérique. Ouais. Je rappelle juste que ça a été parfaitement orchestré en Allemagne, sur certaines villes, parfaitement orchestré au Canada, et sur certains acteurs comme ça a été Airbnb. plus qu'orchestré aux États-Unis et en Chine, puisque de toute façon, il était impossible d'y rentrer tant que la concurrence n'avait pas achevé sa suprématie économique. Donc ce que vous appelez là, c'est une intervention directe de l'État, comme ça s'est passé en Allemagne ou au Canada. Stop, on arrête ces entreprises-là. Intervention directe de l'État, c'est pas exactement ce que nous demandons. Nous demandons malgré tout que ce temps calme soit orchestré et examiné terriblement scrupuleusement. Et vous comprenez bien que ça a des incidences sur l'ensemble de l'économie. Vous comprenez bien que cette nouvelle économie crée une forme de travail qui est que, par exemple, un jeune aujourd'hui de 22, 25, 27 ans peut avoir 1, 2, 3, 4 emplois en même temps. Vous comprenez bien que tout ça est une source de progrès pour notre pays. Regardons-la et affrontons le problème. Donc, réclamons ce temps calme, posons les problèmes, posons le problème de sorte à ce que nos champions européens puissent s'installer dans le périmètre mondial. Je vous remercie beaucoup, Jean-Baptiste Danet, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.